ladies, gentlemen, les binaires, les non-binaires, les autres, enfin, tout le monde. Bienvenue à El Rafa Talk Show. Aujourd'hui, nous avons Marcelo Novaes Teles. Marcelo, scénariste et réalisateur contemporain, fait sien ce principe de faire rejouer leur propre vie aux personnages dans ses films mélancoliques où il transforme sa propre vie en roman. À travers un cinéma qui a gardé la radicalité du cinéma nouveau, celle de l'autoproduction et des moyens techniques légers. Allié à une écriture très construite, s'exprime la mélancolie douce amère d'un Brésilien expatrié à Paris qui porte un regard sur ses racines. Les paroles d'Emmanuel Baquet. Alors, Marcelo est mineirinho, comme on dit au Brésil, hein, et il est de Minas Gerais, né en 1960, devient acteur au théâtre Gaïra. Il part à Paris en 1981 et s'installe. Alors, qui est Marcelo? Qui es-tu, Marcelo? Ah, bon, Question ouverte. Il n'y a pas de juste faux. bon, dit comme ça, c'est compliqué. Qui es-tu? C'est une question plutôt philosophique. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Est très compliqué à répondre comme ça. Je pensais plutôt que tu allais demander qu'est-ce que j'avais fait, d'où je viens, etc. Tout à fait, je vais te demander ce genre de questions. Là, c'est juste une intro. C'est vrai que c'est personnel. Parfois, il y a des gens qui disent bah, moi, je suis un acteur, ou se définissent par leur profession. Après, pour t'aider un peu, moi, j'utilise toujours la technique un peu américaine qu'on dit who, what, when, where, why and how. Alors, Ouais, quand je rencontre quelqu'un, je ne parle pas comme ça, mais là, par rapport à ce que tu es en train de faire, il me vient une idée qui est quelque chose qui m'amuse à dire aux gens, vu la façon dont je fais un cinéma qui est un peu à part. Je suis ce qu'on appelle au Brésil un contre-règle, c'est-à-dire que c'est lui qui est contre toutes les normes. D'ailleurs, c'est un métier qui existe dans les plateaux de cinéma brésiliens et qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire que le contre-règle dans un plateau brésilien, c'est quelqu'un qui est aussi bien apte à changer une ampoule si l'éclairage pète, comme donner une réplique, comme tirer un câble, comme faire un peu de maquillage, un peu de décor, un peu tout. Contre-règle, c'est quelqu'un qui est capable d'un peu tout faire sur une un sorte de plateau. régisseur. Hein? Est-ce que c'est une sorte de régisseur? Non, 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 c'est pas un régisseur, parce qu'en français, sur un plateau français, un régisseur, chacun, sur un plateau français, c'est comme à l'armée, c'est-à-dire chacun, c'est très hiérarchisé, et chacun a vraiment son mot à dire, son truc à faire. Une fois qu'il a fait son boulot, il se met de côté, il attend que ça se passe, il attend que les autres travaillent, etc. C'est très, très, très. Un poste bien défini. Hein. C'est très, très bien défini. Alors que sur un plateau brésilien, même si je n'ai pas fait beaucoup de cinéma au Brésil, ou presque pas, je sais que ça existe. Le contre-règle, c'est celui qui peut courir d'un bout de résoudre un truc de son, un truc de lumière, etc., etc. Donc moi, par rapport au cinéma que je fais, je pense que ça me caractériserait bien. Après, quand je suis en société, enfin quand je suis dans, je sais pas, dans un endroit où personne ne me connaît, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? J'avoue que j'ai un peu du mal à dire, à répondre, Je parce comprends, hein, que un touche-à-tout. Hein. voilà, parce que ça, c'est un truc très européen de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ça veut dire que tu as fait une formation, que tu as un métier précis, que tu as un diplôme et que tu as travaillé que dans ce truc-là. Alors que justement, comme je disais, le contre-règle, c'est quelqu'un qui touche un peu à tout. Donc sur un plateau télé, enfin, disons que j'interviens très souvent
un peu comme script doctor. Les gens écrivent, ils me donnent des choses à lire et je peux intervenir comme ça. Après, je réalise, comme tu as dit dans la présentation, c'est plutôt, je suis un peu un disciple de Jean Rouch. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jean Rouch, c'est un peu, d'après Godard, le vrai père de la nouvelle vague française. C'est quelqu'un qui était anthropologue au départ, mais qui filmait en 16 mm et qui faisait beaucoup de films en Afrique en faisant rejouer pour étudier la partie anthropologique de son boulot, quoi. Il avait un boulot en tant qu'anthropologue, il faisait rejouer les gens devant sa caméra. À l'époque, c'était en 16 mm, donc c'était encore beaucoup plus compliqué que ce que je fais parce que 16 mm, c'est pellicule, il faut gérer tout ça. Moi, je l'ai fait en vidéo, donc on a un peu plus de marge. Voilà, donc je viens là, je me considère comme un disciple de Jean Rouch et après, bon, j'interviens sur les films des autres en tant que comédien, scénariste ou Même plein d'autres choses. réalisateur hein, dans les tiens. Et est-ce que on pourrait dire que tu te définis comme un artiste? Moi, j'aime pas trop le terme d'artiste. Je trouve ça aussi un peu prétentieux, tous ces trucs-là. Les gens sont toujours en train de se dire je suis ceci, je suis cela. Moi, je suis rien du tout. Ou à la limite, je suis plutôt un artisan. Artisan, oui, parce que comme si tu veux, je n'aime pas le terme artiste. Je préfère artisan. Comme aussi, je me dis que je suis amateur et pas professionnel. Professionnel, je respecte ça, je respecte les artistes aussi, mais enfin, vu la position que j'occupe dans l'univers de l'audiovisuel, tout ça, du cinéma et théâtre, parce que j'ai commencé par le théâtre, j'ai toujours été un petit peu à part. Donc, je ne suis ni artiste ni professionnel, je suis plutôt amateur et artisan. D'accord. Mais moi, ça me parle, hein, ta définition aussi, parce que c'est vrai que moi aussi, parfois, j'ai de la peine à me définir. Et je dirais qu'artisan, c'est plus complet, parce que même dans la bouche de certains, c'est vrai qu'artiste, ça peut devenir même quelque chose de péjoratif. Un artiste, c'est quelqu'un qui ne fait rien, pour certains. Et c'est vrai que moi, d'un côté artisan, il y a ce côté plus manuel, quelqu'un de l'action, quelqu'un qui fait quelque chose. Donc, je me retrouve aussi là-dedans. Qu'est-ce que t'a motivé à devenir un artisan du cinéma? Bah, au départ, donc, j'étais plutôt. Au Brésil, il y a longtemps, il y avait la dictature militaire. Maintenant, c'est pire, on a le fascisme. Je regrette presque la dictature militaire par rapport à ce qui se passe actuellement au Brésil. Mais à mon époque, quand j'étais adolescent et que je voulais faire des choses, faire quelque chose, avoir accès à l'information, parce que c'est une dictature militaire, c'est ça le plus important, c'est que la jeunesse qui est avide de vivre, de connaître, de partager tout ça, sous une dictature militaire, tu n'as pas accès à tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, la première porte qui m'a été ouverte, c'était le théâtre d'improvisation avec la méthode d'Auguste Boal, le théâtre de l'opprimé, forcément, parce que c'est un théâtre qui a été créé par Auguste Boal justement à cause de la répression. Donc, voilà, j'ai commencé là-dedans au théâtre. Après, effectivement, on était amateurs, mais je m'étais fait repérer avec un autre copain en faisant théâtre de rue. Et du coup, j'ai joué un petit peu professionnel au théâtre Guaïd. Ça se passe à Curitiba, dans l'état du Paraná. Et déjà, à l'époque, j'avais fait une toute petite formation. J'avais trouvé des pellicules Super 8 dans la poubelle du théâtre Guaïd et d'un musée Guido Viaro, qui était la cinémathèque. Ils avaient balancé tout ça et moi, ça m'amusait beaucoup. Enfin, j'ai ramassé ça dans la poubelle et j'avais fait une petite formation. J'avais fait des montages qui n'étaient pas réfléchis. Hein. J'avais 18 ans, 19 ans. J'avais collé comme ça et puis tu avais à la fois des gens qui dansaient. C'était des rushs
Super 8 d'un ballet classique dans la grande salle de théâtre Boïd, comme c'était des répétitions dans la petite salle. Enfin, et du coup voilà, ça m'a intéressé. Ça, le cinéma, ben, c'est pas ça qui m'a éveillé vers le cinéma. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul divertissement que j'avais quand j'étais tout petit à l'intérieur du Minas Gerais, où je suis né, c'était aller au cinéma. On y allait généralement tous les dimanches quand même, voir des films de western et des films peuplums, massistes, 500, Dalila, tous ces trucs-là. Donc déjà depuis que j'avais 6, 7, 8 ans, je regardais ça, ça m'amusait, mais je me disais, moi, je peux le faire pareil. J'aimerais bien un jour être comédien et faire ça Film aussi. de John Wayne, ce genre de film. Voilà, c'est ça. Ouais. Le truand, là. À mon époque, ce Déjà, qui on nous pense. avait tous marqué dans les années 60-70, c'était un western qui s'appelait O Dólar Furado, le dollar percé. Le mec, il est sauvé parce qu'il a une seule pièce d'1 dollar dans sa poche et quelqu'un lui tire dessus dans un duel, mais Le dollar le sol. balle touche la monnaie qui est dans sa poche, il ne le tue pas. Alors, c'est complètement débile parce que la pièce, elle est percée. C'est du film. Donc, si la pièce, elle est percée, la balle a traversé le cœur, il aurait dû être mort. Mais bon, j'avais 7 ans, j'étais tellement impressionné par ça que dès ce moment-là, j'avais déjà envie de faire du cinéma. Après, donc, à Curitiba, à 17-18 ans, je commençais le théâtre et je me suis intéressé au cinéma à nouveau d'une manière plus technique, en disant, ah oui, ça se monte, quoi. Il faut couper, tout ça. On tourne, après on coupe des morceaux, on colle ensemble et tout ça. Et puis après, en arrivant en France, j'ai créé une compagnie de théâtre, parce que c'était quand même ça, à ce moment-là encore, qui me tenait le plus à cœur. J'ai créé une compagnie de théâtre amateur qui a duré pendant 3 ans et demi même, presque 4 ans, où on n'a monté qu'une seule pièce. Le but, ce n'était pas de monter des pièces, c'était de faire des exercices. Et on a monté une pièce à la Cité universitaire internationale à Paris. Et je me suis fait plein d'amis, bien sûr. Enfin, je commençais dans mon meilleur ami, mon plus ancien copain, qui est Olivier Broche, qui est comédien professionnel aujourd'hui, qui fit ça. Et en même temps, avec Olivier, on allait au cinéma tout le temps. Il est très, très cinéphile. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait des programmations pour des festivals. C'est quelqu'un de très pointu dans le cinéma. C'est une encyclopédie ambulante. Et du coup aussi, on allait tellement au cinéma, on parlait tellement de cinéma que j'ai commencé à vouloir en faire. Et comme c'est très compliqué, vous voulez passer de l'autre côté. Voilà, et comme c'est très cher tourner en pellicule, à l'époque, on tournait en pellicule ou en vidéo analogique. Hein. Il n'y avait pas tous les équipements pratiques et pas chers d'aujourd'hui. Et donc, je me suis mis à j'ai voulu faire des films, j'ai voulu commencer, je me suis lancé, mais je l'ai fait en vidéo parce que c'était moins cher. Mon long métrage qui s'appelle L'Exilé a été tourné entièrement H8 pendant 20 ans. Pourquoi, du coup, venir sur Paris? Pourquoi Paris? Ah ben ça aurait pu être Tokyo, hein. C'est simplement parce que j'étais au Brésil, En fait, j'ai rencontré un Français et sa copine chilienne qui faisaient un voyage en Amérique du Sud. Et quand ils sont passés par le Brésil, ils se sont fait voler toutes leurs affaires. Ils n'avaient plus rien, plus de papier, plus d'argent, plus de sac, rien. Et on les a retrouvés qui squattaient le lieu justement où on répétait notre théâtre. Ils étaient rentrés par la fenêtre dans une usine désaffectée qu'on utilisait pour faire du théâtre. Et ils nous ont raconté, ils m'ont raconté leur histoire. Et puis, du coup, je les ai logés chez moi. J'habitais avec ma mère, il y avait de la place avec mes frères et sœurs. On les a logés là-bas à l'époque pendant 2 mois et demi quand même, parce que c'était le temps de refaire les papiers. Il n'y avait pas Internet. Il fallait écrire, prouver que tu étais toi-même, refaire un passeport. Enfin, c'était très long. On a eu le temps de faire connaissance, devenir amis. Et c'est avec ce couple-là que je suis venu en France parce qu'en 81, quand je suis venu, pour voyager en Europe, c'était impossible pour des gens comme moi, qui étaient de familles simples, humbles. D'ailleurs, je ne pouvais pas voyager, quoi. Ça coûtait trop cher. Mais il m'a prêté un billet d'avion. Enfin, il a dit, j'ai de quoi te payer un billet d'avion. Je suis venu comme ça avec un aller simple.
Voilà. Donc, je dis ça aurait pu être le Japon parce que si c'était des Japonais que c'était fait voler, je serais parti peut-être à Tokyo. Ouais, mais comme quoi, l'hasard, il les rencontre dans la vie, hein. Mais d'ailleurs, j'ai une question, j'appelle ça la question de ma maman. Mais c'est comment ta famille t'a influencé et aidé en fait dans ta carrière ou en tout cas dans ce démarrage de carrière. Bah, ma famille, pas trop. Enfin, si, j'ai un oncle. Tout le monde a quelqu'un proche. C'est pas forcément la famille de sang, mais bon. Oui, bien sûr. Moi, j'ai un oncle, effectivement, qui s'appelle Georges Telles, qui était professeur de portugais et d'histoire de l'art au Brésil, au lycée, à l'université, qui a été le directeur du deuxième théâtre le plus important de Curitiba, qui a fait de la musique, qui a écrit des livres, qui a une des personnalités, c'est une des personnes les plus importantes, enfin, pour l'espéranto en Amérique latine, c'est le grand spécialiste. Il traduit Goethe en espéranto. Enfin, c'est un personnage un peu extraordinaire qui parle beaucoup de langues. Et c'est lui qui m'a, dans ma vie, me donné les premiers livres à lire, m'a amené voir justement à Curitiba. Je disais, non seulement j'avais trouvé ces roches dans la poubelle mais j'avais une carte, il m'a offert cet oncle-là, qui est mon parent aussi, m'avait offert aussi une carte de la cinémathèque. Et on allait à la cinémathèque tout le temps, quoi. On était rad cinémathèque à Curitiba. Mais il faut savoir qu'à Curitiba, qui est très blanche, enfin, il y a très peu de noirs, c'est une colonisation plus récente au Brésil, avec des Polonais, des Ukrainiens, des Français, des Allemands, des Suisses et tout ça. C'était des Blancs. Donc, pendant la dictature, ce qui arrivait dans la cinémathèque de Curitiba était très particulier parce que c'était Murnau, par exemple, c'était Dracula, c'était le cabinet du docteur Caligari, mais c'était des films allemands de l'époque allemande, mais sous-titrés parfois en suédois, en polonais, en russe. C'était des trucs. Et moi, j'y allais quand même. Je regardais les images. Enfin, tu me diras, c'est des films muets. Il y a quelques pancartes comme ça pour dire il sort de la porte. On comprenait. Le cinéma, d'ailleurs, le vrai cinéma n'a pas besoin de paroles, a priori. C'est un langage universel, je pense. Voilà, tu peux raconter une histoire sans mots. Donc, mon début de cinéphile a commencé comme ça avec des films à la cinémathèque à Guido Viar à Curitiba, qui étaient des films allemands, Heinz Einstein, enfin tous ces trucs-là, Griffiths, l'Américain qui avait fait oui. l'Amérique, tous ces trucs-là, muets, les premiers Charles Chaplin, forcément, tout ça. Ah, excellent, voilà. Le contact. Alors, cet oncle, il a quand même éveillé une curiosité intellectuelle et culturelle chez toi. Donc, c'est un sacré bagage, c'est vraiment bien. Absolument, je pense que tout le monde, que ce soit un professeur, un voisin, un oncle, il y a, tout le monde a quelqu'un dans sa vie qui lui montre quelque chose de différent. Pour moi, c'était cet oncle-là, oui. Dans ton parcours professionnel, donc, est-ce que tu as rencontré une figure qui t'a aidé dans ton chemin comme une sorte de maître Yoda, qui tu citerais en plus de Georges? En plus de mon oncle? Ouais. Professionnellement, non, parce qu'encore une fois, j'ai très peu gagné ma vie avec le cinéma. J'ai toujours fait mon cinéma en amateur dans mon coin. J'ai été aidé par des copains et j'ai travaillé dans tellement de films, j'ai participé à tellement de courts-métrages et de films que j'ai plein d'amis techniciens qui viennent travailler gratuitement pour moi aussi quand je fais des films. Mais professionnellement, non, j'ai des admirations comme tout le monde, hein. J'ai des références, Orson Welles, Polanski, des gens comme ça, quand je vois leurs films, je dis, oh là là, soit tu as envie d'abandonner tout, soit tu te dis, je vais essayer de faire un millième de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est motivant. Mais Oui. sinon, non, professionnellement, non. Il y a mon ami Mathieu Amalric qui est devenu connu et qui fait un travail très intéressant au cinéma, mais je ne peux pas le citer comme référence parce que nous avons commencé ensemble. Donc, on a commencé en faisant des Super 8 ensemble. C'est un père.
Non, bien sûr que j'apprends avec mes amis de mon âge, mais moi, je suis un peu l'aîné de ma bande en France. Ah. Donc, je suis plutôt le Yoda des autres, si tu veux. Je suis le plus âgé, et j'ai toujours été le plus âgé de la bande. Donc, qu'ils aient réussi à faire leur cinéma qui est différent du mien, ça n'en fait pas. Bien sûr que c'est des références. Quand je fais mes trucs, je montre mes films à mes copains et puis je prends très au sérieux leurs commentaires. Ok. Mais en parlant de, bon, on va dire carrière amateur dans ce cas, mais à quel moment de ta carrière tu la considères amateur? Même pour moi, je la considère professionnelle parce que c'est très bien fait. Pour moi, je dirais que tu es plus dans le pro que dans l'amateur, sincèrement. Mais après, ça, c'est subjectif, hein, c'est mon point de vue. Mais dans ta carrière, quel moment tu as été le plus heureux ou réalisé et fier de ce que tu as fait? En fait, je suis content tout le temps, quoi. Dès qu'on arrive à faire quelque chose, parce que c'est tellement difficile de faire un film. C'est un truc que je dis, c'est pas moi certainement qui a inventé, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. Le cinéma, c'est un jouet de riches. Pour écrire bien, pour faire un film, il faut bien écrire un scénario. Moi, j'ai une définition de cinéma qui m'est venue récemment et qui me plaît beaucoup. C'est on écrit ce qu'on rêve, on tourne ce qu'on peut et on monte ce qu'on a. Ah, 3 étapes. c'est très bien. Godard disait déjà il y a 3 étapes, il y a 3 films en un. Il y a le scénario, le tournage et le montage. Moi, je décline ça en disant, il y a le scénario, c'est-à-dire on écrit ce qu'on rêve, il faut vraiment y aller, il faut écrire ce qu'on rêve, il ne faut pas dire, ah, j'aurai jamais d'argent pour faire ça, on s'en fout. Il faut écrire ce qu'on rêve. Après, on va tourner ce qu'on peut, en fonction des moyens qu'on a trouvés pour tourner, et on montera ce qu'on a. Parce que quand on tourne, on n'arrive jamais à tourner tout ce qu'on veut, et parfois aussi, on tourne des choses qui sont merveilleuses et qui n'ont pas été prévues. Donc pour moi, le cinéma, déjà, ça se classe là-dedans. Enfin, il y a ça qui détermine le film qu'on va faire. Et moi, de toute façon, dès qu'on arrive à faire la moindre chose en cinéma, je suis toujours très content. Ouais, c'est vrai que ça peut être fastidieux, hein. Des heures de tournage, on peut faire 20 000 prises pour une petite scène, quoi. C'est ça Ah la... non, non, ça c'est non. Moi, par contre, non, 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 non. Non, vu justement que je viens des gens rouges, même au théâtre, je viens aussi du théâtre pauvre. Il y a une méthode de théâtre polonaise qui était le théâtre, je ne me souviens plus le terme en français, mais ça serait l'équivalent de théâtre misérable, c'est-à-dire qu'on fait vraiment du théâtre avec le minimum, quoi. On fait juste avec ce qu'on a. Je faisais ça déjà au Brésil aussi. On faisait le décor nous-mêmes, le maquillage nous-mêmes, l'électricité. On faisait tout. Je fais toujours tout avec les copains. On fait tout nous-mêmes. Donc, on est très content de voir que déjà ça puisse exister, tu vois. Mais d'ailleurs, comment tu fais pour mixer alors, bah, le travail de réalisateur, de monteur et d'acteur, d'être partout? Comment tu gères ça? Là, c'est un autre élément. Moi, au départ, dans toute cette histoire pas du théâtre, hein. Le théâtre, j'ai toujours voulu un peu tout faire. Mais quand j'ai voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu être comédien. Parce que je pensais déjà que quand j'étais petit, je me disais, ah, c'est ça que je voulais faire et tout ça, ça serait comédien, comédien, comédien. J'ai essayé à Paris quand j'étais jeune et beau. Je me suis des photographes, on a fait des photos, j'ai fait plein de castings. J'ai jamais été pris nulle part ou alors pour faire des toutes petites choses. Et c'est à partir de là, je me suis dit, bon, dans ce cas-là, c'est simple, je vais le faire pas en pellicule parce que c'est trop cher, pas en écrivant des dossiers très compliqués parce que ça prend trop longtemps et de toute façon, j'avais essayé aussi, au bout de quelques refus sur certains projets, au bout d'un moment, tu te dis, non, tu le fais ton film toi-même. Je me suis dit, je vais le faire en vidéo moi-même avec mes potes. Et du coup, je me suis dit, bah, dans ce cas, profite puisque tu aimes jouer,
tu joues aussi dans tes propres films, comme ça, tu résous tous les problèmes, tu vois. Soit tu es génial, tu es un Charles Chaplin qui va jusqu'à faire la musique, même que dans un de mes courts-métrages, j'ai aussi fait la musique, enfin, clarinette, je joue un tout petit peu. Mais voilà, donc pour gérer tout ça, c'est quand tu joues dans un film que tu réalises, tu as intérêt d'être bien entouré quand même. Parce que quand tu passes devant la caméra, il faut que tu es derrière la caméra. Les personnes qui sont derrière la caméra soient des gens que tu connais suffisamment pour être honnête avec toi, pour te dire vraiment ça va ou ça va pas. Parce que si c'est pour. C'est impossible de s'auto-juger, je trouve. Non, on ne peut pas. Il faut faire. De toute façon, même quand je fais quelque chose où je ne suis pas dedans, j'aime bien aussi, à un moment donné, quand on est à un niveau du montage, montrer les films aux gens, à des copains, à une dizaine. Là, par exemple, on est en train de terminer le film de Hong Chung qu'on a tourné en 2018 à 19 là, à Taïwan. Ça commence à devenir un film très, très beau, très intéressant. Mais tout ça, on a le nez dedans. Donc, on ne sait pas. Donc, on va faire une projection. Ça s'appelle des projections test. Hein. Tout le monde le fait. Les professionnels le font avec le producteur, le distributeur, et qui disent il faut changer la fin parce que c'était aux États-Unis, il faut que ça soit une fin bien heureuse, etc. Mais chez les amateurs, c'est pareil. Chez les amateurs, c'est pareil. Tu présentes ça aux copains et les copains, tu vois, j'ai un court-métrage que j'aime beaucoup, mais j'avais une scène finale que j'ai complètement jetée parce que quand j'ai fait une projection, Mathieu m'a dit, mais t'es complètement idiot, cette scène à la fin, elle ne sert à rien, tu relances un truc, il faut la balancer, il faut terminer là. Et effectivement, j'ai terminé là et c'est beaucoup mieux. Donc, la vie des autres est intéressante, tu vois. Parce que tu as des critiques constructives, finalement. Si tu es entouré des gens bienveillants et des gens qui t'aident, justement, c'est bien d'avoir des bons copains, quoi. Il faut être honnête. Si tu demandes à un copain qui, lui, va toujours dire « c'est vachement bien ce que tu fais », ça ne sert à rien, quoi. Autant présenter le projet à un autre copain. Je n'ai des copains qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils pensent, enfin, qui n'osent pas te dire « oui, c'est dommage parce que tu n'es pas bien là, tu aurais pu faire autrement ». Et voilà, donc ça fonctionne un peu comme chez les pros, quoi. C'est vrai. Tu m'as dit que tu es toujours content hein, dès que tu réalises un film, que tu finis de A à Z. Je vais insister là-dedans. Dans tes projets et tes films, lequel est ton préféré, ton bébé, et pourquoi celui-là a été le projet que tu dis, oh, celui-là, j'ai bien aimé le faire tout le long et puis je suis vraiment, vraiment fier du résultat final. Ah ouais, c'est compliqué parce que justement, tu parles de bébés, d'enfants, tout ça. J'ai 17 films, donc si j'avais eu 17 enfants, il y aurait certains qui m'auraient agacé un peu, il y en a certains que je ne reconnaîtrais pas. Mais je ne sais pas s'il y en a un vraiment. Mon long métrage est particulier parce que c'est un pari que je fais avec des copains en disant je vais tourner pendant 10 ans en vidéo et ça sera quand même un film de cinéma. Et finalement, voilà, c'était pas 10 ans finalement, c'était 15 ans. Et puis finalement, c'était en plus de 15 ans, il a fallu encore 5 ans pour trouver les moyens de le terminer. Toujours tourné en H8, mais le film a une belle carrière. Il a été acheté par Arte, il a eu des critiques superbes. On a fait plusieurs festivals et tout ça. Donc, c'est sûr que quand tu vois ça, tu te dis, ah, c'est vachement bien. Mais je fais un film qui s'appelle Jour de deuil. C'était la première fois que je filmais, que je faisais tout seul. Enfin, je filmais, c'est l'histoire d'un Japonais, un copain japonais à Milan, en Italie, qui me racontait son histoire, qui était une histoire extraordinaire. Sa copine avec qui il devait se marier s'est suicidée. Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle Jour de deuil. Okay. Il m'a raconté tout ça. J'ai écrit vite un scénario. J'ai dit, tu acceptes de tourner. J'ai emprunté une caméra et j'ai tourné ça. C'est un film pour lequel j'ai énormément ça me touche énormément parce que c'est un petit bijou, quoi. C'est la première fois. Après, il y a un film qui s'appelle La maison où je suis né. Je citerai ces trois là, peut-être. La maison où je suis né, c'est parce qu'on devait vendre la maison de famille
à l'intérieur des Minas Gerais, là, dans les terres, et personne ne pouvait s'en occuper. J'étais de passage à Paris. Comme toujours au Brésil, il y avait des histoires, un avocat qui avait pris ça en main, qui n'a jamais envoyé les loyers à ma famille, enfin bref. J'avais de l'argent, j'avais un frère au chômage, j'ai dit écoute, on va aller là-bas régler cette affaire, et j'ai inventé une petite histoire où on part. Donc ça, forcément, ça me touche parce que c'est la maison où je grandis. Ce mélange entre ta vie biographique quand même et la fiction. Voilà, c'est ça. Et j'ai Ouais. filmé une maison qui a été après détruite, qui n'existe pas, et qui était la maison où j'ai grandi, où mon frère est né. C'est pour ça que ça s'appelle la maison où je suis né. Mhm. C'est la maison où je grandis. Je n'étais pas né là-bas, mais mon petit frère qui a joué l'acteur, lui, il était né là-bas. Donc, voilà, donc ces trois projets-là, je ne sais pas si tu les as vus, ça s'appelle La maison où je suis né, Jour de deuil et L'exilé, je l'ai vu L'exilé. sur Arte. J'ai adoré. Je trouvais très Oui, bien. ouais, L'exilé, tu l'as vu, oui. Ouais, ouais. Mais tu n'as pas vu, mais je pourrais t'envoyer Ah, volontiers. Volontiers, je ouais, regarderai avec plaisir. ils sont tous sur un espace numéro accessible. Exilé, ça m'a fait un peu penser un peu à Boyhood aussi, c'est parce que comme ça traverse les années, c'est un peu, Ouais, ça m'a fait penser à ce film-là. J'adore, c'est des films rares en fait, ça traverse des décennies, on en trouve très peu en fait. bah, Donc c'est-à-dire c'est que la quelque chose vie, de elle est très courte. unique et original. Tu peux pas en faire, tu peux pas en faire beaucoup des films comme ça. Non, Sinon, exactement. sinon il faudrait vivre 200 ans. C'est ça. Dans les années 30, 40, jusqu'aux années 50, jusqu'avant la dictature, nous avons eu des grands studios. Il y en avait deux ou trois énormes studios à Rio et deux énormes studios à São Paulo, qui n'étaient bien sûr pas aussi grands qu'à Hollywood, mais on produisait beaucoup et tout ça. Et puis finalement, tout ça avec la dictature, on a arrêté et on a eu le cinéma novo dans les années 60, début des années 60, qui est très important aussi dans l'histoire du cinéma. Enfin, les mecs, ils parlaient des communismes, il n'y avait rien de communiste. Hein. Norbert Rocha, c'est pas du tout un communiste, c'est juste un mec qui réfléchit. Nelson Pereira dos Santos, qui a fait les premiers films un peu comme la Nouvelle Vague, c'est-à-dire avec une caméra à la main et dans la rue. D'ailleurs, la définition la définition la plus simple et la plus juste peut-être de cinéma nouveau qui vaut aussi pour la nouvelle vague en France, c'est Golan Bérocha qui l'a donné en disant pour faire un film, il faut avoir une idée dans la tête, une caméra dans la main. Ça m'a toujours motivé aussi parce que quand j'avais envie de faire un film, je dis ouais, j'y vais quoi. J'ai une caméra, je tourne, tu vois. Action! Ouais, voilà. Mais par contre, il faut quand même Avoir l'idée. réfléchir. C'est pas filmer tout et n'importe quoi. Un film, ça s'écrit. Ouais. Mais du coup, bah, justement, en parlant d'écriture, quels sont tes projets actuels? Alors là, actuellement, j'ai repris. En fait, en octobre de l'année dernière, j'étais invité comme jury dans un festival qui s'appelle le FIFAC, en Guyane française, donc en Amérique du Sud, à côté du Brésil. Là, j'étais juste juré, là, j'étais juste. Mais lors d'une interview à la radio, euh, la journaliste m'a posé la question quelle est la différence entre documentaire et reportage? Et j'étais avec mes collègues jurés, mais personne ne prenait la parole, donc je me suis lancé. Et j'ai dit bah, écoutez, c'est simple. Hein. Résumons, le documentaire, c'est un film comme un film de fiction, c'est-à-dire que c'est un film qui s'écrit beaucoup. On fait des recherches, c'est comme une thèse. Tu as un sujet à traiter ou des sujets à traiter, ça peut prendre beaucoup de temps et tout ça. Le reportage, c'est plutôt on filme des faits divers, on va sur un truc qui vient d'arriver, c'est très différent. Et donc, pour alimenter mes propos, je dis d'ailleurs, j'ai un projet de film sur les Noirs au Brésil. J'ai toujours voulu raconter l'histoire du Brésil, mais du point de vue des Noirs. Parce que le Brésil, quand même, il y a 55% de la population qui est noire ou métisse. C'est les Africains de plusieurs ethnies différentes qui ont été amenés de force, qui ont créé ce pays, qui ont bâti ce pays, et qui après ont été mis à la porte lors de la fausse abolition de l'esclavage, parce qu'on n'a pas aboli l'esclavage, on a juste
fabriquer des machines à vapeur, importer des machines à vapeur, il foutu dehors un grand nombre de personnes. Enfin bref. Et des pauvres, en fait, des misérables. Voilà, c'est ça. Donc, je parlais de ça à la radio et le lendemain, il y a le dirigeant de la chaîne locale qui est venu me voir à l'hôtel. Ah, je vous ai entendu à la radio. Maintenant, ça serait bien qu'on fasse ce film-là. Bref, donc ils m'ont lancé là-dedans et je me suis mis à écrire, à réécrire parce que tous mes dossiers, j'ai une malle remplie de documents ici. Parce que j'ai commencé en 88 à filmer encore à ma manière, c'est-à-dire sans production. Je me suis fait 6 voyages au Brésil à mes frais. Donc, j'ai rencontré plein de gens du mouvement noir organisé, l'équivalent du Black Power brésilien. C'est un sujet que j'ai en tête. Et voilà, là, je suis en train d'écrire ça en ce moment. Oui. Et on tournera. Surtout maintenant, de plus en plus, on parle de diversité, on tape sur cette touche parce qu'il faut taper dessus. On n'est pas assez diversifié. Je pense au cinéma français, hein, pas le cinéma d'auteur, mais le cinéma un peu industrie, mine-industrie qu'on a en France, les films un peu commerciaux. Quand on voit souvent un peu les mêmes personnages, la racaille, le petit black ou alors l'Algérien, ou alors le bobo parisien. Et en fait, la grande majorité des films, c'est le même accent. On ne voit pas d'accent d'ailleurs que de Paris. Des aberrations comme ça. Et je pense que la diversité, c'est important dans le cinéma parce que le cinéma doit être le miroir de la vie. Hein. Et dans la vie, on n'a pas que des blancs, on n'a pas que une nationalité, un accent. Donc, je pense, en tout cas, c'est un beau projet. Et d'ailleurs, quand tu parles d'esclavage, ça me fait penser à une anecdote. Quand j'habitais au Brésil, il y avait une plage que j'aimais bien y aller. Il s'appelait Porto de Galinhas. Et en fait, je ne savais pas, mais à la base, c'était parce que Galinhas, en portugais, pour ceux qui ne parlent pas portugais, hein, nos auditeurs, Galinhas en portugais, ça veut dire les poulets. Mais en fait, c'était pas des poulets, c'était les esclaves. Ils disaient galinhas pour les esclaves. En fait, c'était un port de commerce où ils faisaient venir les esclaves. Voilà, c'était l'esclave, c'était une pièce, on disait en portugais aussi, une pièce d'échange. Porto de Galinhas, oui, c'est. Mais voilà, là, je suis là-dessus, mais aussi, on est en train de terminer un film qu'on a tourné. Le film de Ranchung, je ne sais pas, tu l'as croisé, mon épouse qui est taïwanaise, un film, une histoire de famille sur un fait divers. Enfin, son grand-père a été tué dans les années 60. Voilà, on a tourné, on est en train de finir le montage, il y a un peu d'animation. Enfin, on est très content de la structure du montage actuel. Et puis, la prochaine étape, c'est trouver l'argent pour la post-production. Il y a un peu d'animation, il y a de la musique originale. Et donc, il faut trouver de l'argent pour terminer tout ça. Toi, tu parles d'artisanat et tout ça, du côté très pas prétentieux. Et souvent, les artistes, on parle du talent, de la grâce, de tout ça. Pour toi, est-ce que le talent, ça existe ou c'est quoi le talent? Est-ce que le talent, ça existe? Je ne me suis jamais posé la question. Une chose est sûre, talent sans travail, ça ne sert à rien. Parce que certainement, il y a beaucoup de génies ou des talentueux. Moi, je dirais plutôt talentueux, c'est-à-dire que quand tu te lances dans la fabrication de quelque chose, que ce soit d'ailleurs une œuvre d'art ou n'importe quoi, ou fabriquer une étagère, ou chose que je fais beaucoup aussi, bricoler, tu es talentueux quand tu réfléchis, peut-être, je me lance dans un truc, je n'ai jamais pensé à cette question, mais peut-être tu es talentueux quand tu prends le temps de réfléchir à ce que tu es en train de faire pour faire en sorte que ça soit vraiment très bien fait et que ça te prenne le moins de temps possible. J'ai un nouveau bureau à la maison que j'ai dessiné
et qui est un copain qui est musicien, donc pas du tout menuisier, est venu me faire. Il a mis 10 jours pour le faire, mais il est exactement comme j'ai pensé. Il n'y a aucune vis, aucun truc, tout fonctionne super bien. Et je trouve qu'il a, en tout cas en musique déjà, il a beaucoup de talent parce que c'est quelqu'un qui joue très bien et qui compose tout ça. Mais en plus, en menuisier, il a beaucoup de talent aussi, mais je l'ai vu faire, c'est-à-dire qu'on prenait beaucoup de temps pour y aller doucement, tout ça. Je pense que le talent, ça serait plutôt une coïncidence entre l'envie et tu as envie de ça et tu te donnes à fond. Le talent, c'est pas quelque chose de inné, c'est quelque chose que ça Ah se non, non, travaille, c'est de la volonté et puis. tu sais, moi, je pense que cette histoire d'inné, c'est un peu fascisant, tout ça, les trucs Ouais, c'est d'inné. vrai. C'est ça qui fait que, ah oui, les Blancs sont plus intelligents que les autres. Il n'y a rien d'inné. Si, quand on est déjà avec, depuis bébé, apparemment, je refusais tout ce que les parents me disaient de faire, je refusais. Donc, il fallait que je fasse autre chose. C'est inné d'être contre, d'inventer, de vouloir faire différent que les autres. Mais après, c'est le travail, je crois. Je crois que c'est le travail. Ouais, Le travail. Qu'est-ce que c'est un bon scénario? C'est quoi les qualités d'un bon scénario? Alors ça, par contre, le scénario, c'est un instrument, c'est un outil de travail, justement. Le scénario, sans scénario, c'est très difficile quand même de faire un film entièrement improvisé, qu'il soit bien. Tu peux réussir, hein, il y a des gens qui arrivent. Mais a priori, le scénario, justement, c'est un outil de travail. Et un bon scénario, c'est un scénario qui a été, qui a, encore une fois, qui a été bien travaillé, qui a été bien, pas seulement pensé, parce que c'est pas une bonne idée. En fait, je ne sais plus qui disait, mais pour faire un bon scénario, il faut une bonne idée par scène. Tu vois, par Ok. scène. Donc, c'est pas, ah, il a une superbe idée de scénario. Ça, c'est une phrase qui ne tient pas debout. Avec une idée, tu ne fais pas un bon scénario. D'accord. Avec une bonne idée, tu fais une bonne scène. Mais il faut savoir qu'un scénario de long métrage, en moyenne, c'est 90 pages. Tu en as, je ne sais pas, ça dépend, hein, parce qu'une scène, si c'est un plan séquence, ça peut prendre 3 pages. Donc, on ne peut pas. Après, c'est un truc qui est flexible. Mais enfin, tu imagines le nombre de bonnes idées qu'il faut avoir pour avoir un bon scénario. Mais un D'accord. scénario, je dirais donc en résumant, un bon scénario, c'est un assemblage d'une série de bonnes idées mises bout à bout. Et voilà. Mais il faut plein de bonnes idées quand même. Il faut les trouver, les idées, c'est ça. C'est ça. Mais en gros, il n'y a que le travail, hein. Donc, il y a beaucoup de travail pour faire un bon scénario. De nouveau, on revient à l'idée de travail. Le travail. On écrit, tu vois. Tu peux. D'ailleurs, à un moment donné aussi, c'est paradoxal parce qu'à un moment donné, il faut arrêter d'écrire. Sinon, tu ne fais jamais un film parce que un scénario ne sera pas parfait non plus parce qu'il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les 3 étapes. Quand tu arrives sur le plateau et que tu vas tourner avec ton scénario, il y a des gens qui apportent des choses que tout d'un coup tu dis ah, en fait le scénario était comme cette séquence était comme ça, et puis un acteur ou parfois même un passant ou un technicien va dire oui, mais si on faisait comme si, tu dis ah voilà, là on a le truc. Donc un bon scénario, c'est un scénario qui a été bien préparé pour le tournage, quoi. Bien pensé. Bien Ok. pensé. La même chose est valable pour un réalisateur et un acteur. Donc, il n'y a que le travail ou quelque chose, vu qu'on est quand même dans l'art, et puis par exemple, l'acteur a vraiment un côté très organique, des Ouais, émotions. ouais. Les Est-ce acteurs, qu'il y c'est a un quelque peu chose particulier. d'autre que le travail? L'acteur, c'est un peu particulier. Il y a des gens quand même, pour le cinéma, hein, pour le théâtre, par contre, c'est travail, travail, travail. Tu fais du théâtre. Quand tu fais du théâtre, tu fais du théâtre tous les jours. Tu vas te coucher, tu fais du théâtre. Tu te lèves le matin, tu fais du théâtre. Tu vas manger, tu fais du théâtre. Le cinéma, tu peux le faire un peu plus en dilettante. C'est-à-dire que tu peux être acteur de cinéma et puis faire autre chose et puis redevenir acteur de cinéma de temps en temps ou quelques jours, voire même quelques heures dans la journée. Tu peux
l'acteur de cinéma, c'est ce que tu disais là, quel est le terme que tu disais? C'est vraiment un truc. Par exemple, mon copain Mathieu Amalric, qui a priori n'a jamais fait de formation, hein, aucune école. C'est charnel. Comment tu disais? Tu disais un truc, Organique. c'est organique. Mathieu, tu mets une caméra, le mec, il fait un petit geste, il est autre chose. Il incarne quand même les personnes. Oui, il y a un truc. Parce qu'en fait, ça, au théâtre, tu es là. C'est tous les jours, tu dois y être. Tu n'es pas pareil d'un jour à l'autre. Tous les comédiens de théâtre vont te dire, ah, j'étais bien hier, j'étais moins bien hier. On n'est jamais le même. Mais tu y es à chaque fois. C'est-à-dire que c'est du direct. Tu y es. C'est une autre théorie. Moi, j'ai plein de petites théories. Tu vois. Les gens disaient, quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Au théâtre, pour moi, au théâtre, tu es. Au cinéma, tu as été. Parce qu'en tant que comédien, parce que quand tu es comédien au cinéma, on te filme, tu dis une partie de ta réplique, on dit couper, parce qu'on va on va changer la caméra de place, il faut que tu redises. Et un acteur au théâtre, s'il n'est pas comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui est organique, qui est présent et qui a la caméra, pour travailler son rôle, c'est compliqué parce que entre deux prises, on change d'axe, il n'y est plus quoi. Enfin, il a été. Et quand le réalisateur dit non, c'est bien, c'est plus la peine de refaire, demande à n'importe quel comédien, même qui a fait 50 ans de carrière, et je ne sais plus trop ce que j'ai fait là. Ils savent, on ne sait pas. J'ai fait. Donc, certains, ils restent en permanence dans le rôle. Je pense à Daniel Day-Lewis qui était tout le temps en permanence dans le rôle pendant le tournage. Bah, c'est des gens fous qui ont besoin de ça. Et mais se donnent tout pour malheureux. C'est un peu malheureux parce que c'est quand même un métier. Tu vas sur le plateau, tu fais ton truc. Je ne dirais pas que c'est de la branlette parce que c'est quand même un grand comédien. Il en donne quelque chose. S'il a besoin de passer par ça, c'est un peu dommage pour lui parce que je préfère Piccoli au Mastroianni. Quand tu écoutes leur Mastroianni, qu'est-ce que c'est qu'acteur? Ben, acteur, c'est embrasser les plus belles femmes du monde, super bien payé, rigoler avec ses copains, pas besoin d'aller, tu vois, grossir des 30 kilos parce que tu vas faire un rôle qui demande ça. Enfin, ça je ne sais pas. Hein, je ne veux pas trop en parler parce que je comprends aussi que comme l'acteur travaille avec ses émotions, son âme, enfin son corps et tout ça, enfin son psyché même peut-être, il y en a certains qui ont besoin de passer par ça. Tu vois, Ouais, je pense que ça peut être une méthode de travail. Hein. C'est comme l'acteur studio, il y a eu plusieurs méthodes. Moi, je pense que toutes les méthodes sont valables. Après, voilà. Oui, voilà. Moi, j'ai fait une fois, j'ai joué le rôle principal dans un petit court-métrage de 4 minutes. Le mec, c'était un sans-abri et je n'ai pas dormi. Je ne me suis pas lavé pendant 3 jours. Je n'ai pas dormi exprès. Déjà, j'habitais dans une chambre de bonne, enfin, tout petit, un micro-studio, pas une chambre de bonne, mais un truc tout petit. Et à l'époque, je fumais plus. Je me suis un peu. Quand je regarde le court-métrage, je n'ai pas l'impression que ça a apporté quelque chose de plus. C'est-à-dire que, tu vois, physiquement, je m'étais mis dans un état un peu comme ça. Bon, tu me diras, c'est 3 jours pour un court-métrage qui m'a pris 2 jours de tournage. Alors, il y a des mecs comme De Levis ou De Niro qui va grossir de 40 kilos pour faire Raging Bull, le boxeur qui a grossi. Je ne sais pas. C'est peut-être intéressant de passer par là, mais j'ai jamais eu de rôle assez important. Mais ça dépend de l'envergure du rôle aussi. C'est vrai, comme tu dis, hein, si tu fais un petit rôle, tu fais la figuration, ben, tu vas pas te devenir le personnage. Bon, le réalisateur, j'imagine, c'est la combinaison de tout ça. Hein. Un réalisateur, il doit être scénariste, il doit être acteur, il doit tout savoir, tous les métiers. Ben, un bon réalisateur, ben, c'est l'ensemble de tout ça, je pense. Hein. Ben, un bon réalisateur, oui, moi je crois dur comme fer qu'un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui connaît un minimum
tous les métiers de cinéma, ils sont nombreux, il y en a à moins 10, hein, entre le chef-op, l'ingénieur de son, pour épargner les gens, pour ne pas demander des choses qui sont absurdes en fonction de les moyens qu'on a, tout ça, quoi. Parce que, tu vois, quand tu prends tous les grands réalisateurs, tous les réalisateurs que j'estime beaucoup, ils connaissent tous très bien le cinéma. C'est-à-dire que tu demandes à ton chef-op, je sais pas, je veux un cadrage comme ça, tu discutes avec le chef-op, quoi. Non, à partir d'ici, on va utiliser un 50 ou un 35. Ah oui, mais ça, on prend un 35, on va avoir un bout de décor qui ne m'intéresse pas. Non, on utilise le 50. Enfin, il faut se connaître un peu quand même. Je pense que c'est important. C'est bien de savoir ce qu'on demandera aux techniciens. Tu sais, si on tourne un film, c'est bien de savoir ce qu'on demande aux gens. Quel échec ou erreur a été le plus formateur dans tes films, en fait, dans tes projets, qui t'a fait, ouh là là, maintenant il faut que je change ma façon de voir le cinéma, ma façon de voir le film. Oula. En fait, il y en a plein de petits dans chaque film, en fait. Ouais. Ça peut être l'ensemble des petites erreurs qui a fait que ça. Oui, 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 oui. Mais il y a des moments où tu finis un truc, tu dis, oh putain, c'est con, j'aurais pu. Tu penses après, tu sais, tu dis, ah, Ah, ouais, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Ça arrive très souvent. Et, ouais. et souvent, tu peux pas le refaire parce que tu as fait venir des copains, justement, tu payes pas les gens. Donc, Ah oui, bah, c'est toujours un peu comme ça. Ça me fait penser à un court-métrage que j'ai fait. J'ai eu trois prises. J'ai eu droit à trois prises. Puis il y avait plein de trucs que je voulais encore corriger, mais c'était mes potes. Il fallait pas ah, c'est trop rester. court. On était des toilettes dans un resto. Il fallait qu'on part. On pouvait pas rester là toute la soirée. Ouais, ça arrive souvent. En fait, ça, c'est une question piège parce qu'en fait, ça arrive assez souvent quand même. D'accord. Mais il y a des choses, pas des erreurs, mais des trucs que tu regrettes qui te permettent de changer la façon de faire. Mais ça, il faut une réflexion plus. Pour me rappeler, il faudrait plus de temps. Mais ça m'est arrivé déjà de dire, ouais, ouais. Et Je vais raconter l'histoire du Brésil à travers le point de vue de la communauté noire. Mhm. Vraiment, donner la parole aux Noirs. Mais je pense que ça peut être intéressant. C'est pas du racisme à l'envers, hein, non, c'est juste qu'ils n'ont jamais eu le droit. Il faut qu'ils aient le droit et le Brésil n'existera jamais. Le Brésil, pour moi, n'existe pas en tant que pays parce que tu ne peux pas avoir un pays où 55% de la population ne participe pas à ce pays, au bénéfice de ce pays, étant donné que alors que c'est eux qui ont bâti ce pays. Donc déjà, le Brésil, il y a un problème, j'ai un problème grave avec le Brésil avec ça, d'où mon projet. Si tu as un livre cadeau à donner, ou que tu donnes souvent un cadeau comme un livre, quel livre c'est lequel et pourquoi? Quel livre je donnerais à lire? Ouais. Ben, je lis beaucoup, je lis tout le temps. Ben, je suis depuis quelques années un obsédé de Murakami. Je suis encore en train de lire son dernier. Dès qu'il fait un livre, je cours l'acheter, je le commande même avant qu'il ne sorte. Peut-être comme ça quelque chose, je pense plutôt à quand j'étais jeune. Je pense plutôt à Le chant de Mal d'Aurore du comte de Lautréamont. C'est un livre très, très violent du XVIIIe siècle que j'ai lu quand j'étais étudiant, quand je venais d'arriver en France, quand j'ai commencé à pouvoir lire en français. C'est quelque chose qui m'a. Il faudrait que je le relise, tiens, maintenant que je suis vieux, je suis plus âgé, on va dire. Je n'ai plus 18 ans, que je n'ai plus 20 ans. La nouvelle jeunesse. Oui, il faudrait peut-être que je le relise. En tout cas, c'est le conte le chant des Mal d'Aurore du comte de Lautréamont. Mais c'est violent, hein. Il faut avoir. C'est un personnage désabusé qui tue des enfants, qui viole. Enfin, c'est Oh là un là. truc. Ah oui, c'est violent. Ça, D'accord. Bon, je vais pas te tenir la jambe longtemps. Donc, ben, je crois qu'on va en finir là, je sais pas. Je voulais juste te poser une dernière question, un peu où peut-on te trouver? Donc, est-ce que tu as des plateformes ou tes œuvres, aux réseaux sociaux,
voilà, où c'est un moment où tu fais un peu ta pub, tu peux mettre, dire où on peut trouver tes œuvres, où on peut te Moi, voir. j'ai un espace Vimeo Pro, enfin, que je paye à l'année, où je peux déposer mes trucs avec code, sans code, en fonction de la fraîcheur du projet. Tu sais, quand tu as un film qui n'est pas encore, tu connais le principe. Mhm. C'est Vimeo. Je pense que si on tape MN Teles de Marcelo Novaes Teles.vimeo, on doit trouver des choses. Je me suis amusé pendant le premier confinement à faire avec Ranchung, on a fait une série, on a fait quand même 14 petits films de 2 à 3 minutes, il y en a un des 5 ou 6, mais enfin, généralement très court, sur l'enfermement. Ça s'appelle le Covid-19 production. J'ai inventé une production, bien sûr, qui n'existe pas puisque personne n'était enfermé. Mais on s'est bien amusé. Donc, c'est toujours dans mon espace Vimeo. Je crois que son tape Emien Teles, on doit pouvoir trouver. D'accord. En tout cas, merci, merci, merci infiniment pour De cette rien. interview, Marcelo. Merci. En tout cas, j'embrasse mes chers auditeurs et un gros Ouais. big up